Bonjour et bienvenue à tous. Merci d'être des nôtres en si grand nombre. La webdiffusion d'aujourd'hui fait partie de notre série L'innovation dans la recherche et s'intitule Comment votre santé intestinale peut affecter le traitement de votre cancer du sang et votre qualité de vie. Dans cette présentation, Dr. Bertrand Routy, directeur du laboratoire d'immunothérapie du Centre de recherche du CHUM et professeur agrégé de clinique en hémato-oncologie à l'Université de Montréal, et la docteure Arielle Elkrief, oncologue médicale et clinicienne chercheuse au CHUM vous expliqueront comment votre santé intestinale peut renforcer votre système immunitaire et bénéficier à votre traitement contre le cancer. Il est maintenant temps de débuter la présentation. Mon nom est Jennifer Héroux-Bourdua. Je suis responsable des services à la communauté pour l'Est du Québec à la Société de leucémie et lymphome du Canada. Je serai la modératrice de cet événement en ligne. La présentation durera environ 60 minutes et comprendra une période de questions et de réponses à la fin. Puisque vous êtes très nombreux et en mode silencieux, nous vous invitons tout au long de la présentation à écrire vos questions dans la zone questions et réponses au bas de votre écran et nous les lirons à voix haute à la fin. En raison du grand nombre de participants et du temps limité, il se peut que nous ne soyons pas en mesure de répondre à toutes les questions. Notez également que Dr. Routy et Dr. Elkrief ne peuvent pas répondre à des questions spécifiques sur l'état de santé d'une personne ou des questions ne portant pas sur le sujet de la présentation. Prochaine diapo. Nos responsables des services à la communauté sont là pour vous. Nous écoutons attentivement vos besoins, difficultés, préoccupations. Nous pouvons vous orienter vers des informations sur les cancers du sang et ou les traitements. Nous pouvons vous aider à prendre en charge vos soins et vous référer vers les ressources et les services disponibles à la SLC ainsi que dans votre communauté. N'hésitez pas à communiquer avec nous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais mettre en lumière quelques-uns de nos services que nous offrons qui pourraient vous intéresser. Prochaine diapo. Notre site Internet cancerdusang.ca a été conçu en pensant à vous, pour assurer une navigation facile et personnalisée, quelle que soit votre situation actuelle. Prochaine diapo. Toujours sur notre site Internet, vous trouverez des balados, des vidéos animées, des fiches d'information, des livrets gratuits et validés par des experts sur les cancers du sang, sur les traitements et sur les aspects psychosociaux et pratiques. N'hésitez pas à visiter le cancerdusang.ca pour les consulter. Prochaine diapo. Une autre ressource qui peut également vous aider à naviguer l'expérience du cancer est l'application Santé SLLC. C'est une ressource gratuite qui est disponible en français et en anglais. L'application vous aide à suivre les effets secondaires, les médicaments, l'alimentation et le journal d'hydratation. Cette application permet également d'offrir des rappels de médication et comporte un planificateur de repas nutritifs ainsi que de nombreuses recettes pour vous aider à bien vous alimenter. L'aidant peut également avoir accès à l'application. Elle peut être téléchargée gratuitement sur les appareils Apple ou Android. Prochaine diapo. Et finalement, nous avons des programmes pour vous soutenir émotionnellement. Joignez-vous à l'un de nos groupes de soutien pour créer des liens avec d'autres personnes qui vivent une situation similaire depuis le confort de votre foyer. Vous pouvez également accéder à du soutien par les pairs via notre programme de jumelage Premier Contact. Visitez notre site Internet ou communiquez directement avec nous pour plus de détails. Prochaine diapo. Il est maintenant temps de vous présenter nos conférenciers, Dr. Bertrand Routy. Dr. Routy est un clinicien chercheur et professeur agrégé au département d'hémato-oncologie du CHUM, Université de Montréal. Lors de son embauche au CHUM en 2018 et après avoir complété son doctorat avec le professeur Laurence Sidvogel, le Dr. Routy a accepté le poste de directeur scientifique du Centre du microbiome du CHUM, où il a commencé ses travaux pour développer de nouveaux champs thérapeutiques basés sur les microbiomes en oncologie. Ces travaux ont contribué à la découverte du microbiome intestinal en tant qu'un nouveau biomarqueur pronostic pour les inhibiteurs de points de contrôle immunitaire, ICI, dans divers cancers. Il a caractérisé l'impact délétère de la dysbiose intestinale liée aux antibiotiques sur les résultats des ICI, ce qui a conduit à des changements importants dans la pratique clinique de l'oncologie. De plus, il a démontré que la modulation du microbiome par la transplantation de microbiote fécal, les probiotiques et la supplémentation en prébiotiques avaient le potentiel de contourner la résistance aux ICI. Son équipe dirige actuellement plusieurs essais centrés sur le microbiote en oncologie, allant de la phase 1 à la phase 2, dans le but de diminuer la résistance primaire aux ICI. Pour sa part, Dr. Arielle Elkrief est oncologue médicale et clinicienne chercheuse au CHUM-CR CHUM, où elle se concentre sur les études cliniques centrées sur le microbiome.
Elle a récemment reçu le prix Next Generation of Scientists de la Société de recherche sur le cancer et le prix du jeune chercheur de l'American Society of Clinical Oncology pour ses recherches. Merci d'être avec nous, Dr. Routy et Dr. Elkrief. À vous. Bonjour, bonjour. Merci pour cette invitation qui nous fait très plaisir. Ma collègue là se joindra à moi là sous peu. Donc déjà, on doit vous parler un petit peu de nos conflits d'intérêts, mais on travaille tous les deux là avec des compagnies pharmaceutiques et des biotech en lien avec le microbiome. Mais vraiment, le but du sujet aujourd'hui, c'est de parler du microbiome intestinal et des bonnes bactéries. Parce qu'en fait, vous le savez probablement tous très bien, Louis Pasteur, qui a fondé l'Institut Pasteur à Paris, a été vraiment le pionnier à découvrir des bactéries. Et par la suite, les bactéries étaient vraiment un synonyme de infection. Et ce qui est assez fou, c'est de se dire que les gens mouraient parce qu'on n'avait aucun antibiotique. Et jusqu'à vraiment la Deuxième Guerre mondiale, où Alexandre Fleming là, a réussi à découvrir les premiers antibiotiques. Et on a vraiment été capable, après, de guérir la plupart des gens qui ont des infections cutanées. Mais pour les gens, le mot bactérie est souvent, voire quasiment toujours associé à quelque chose de néfaste, à une infection qui a besoin d'antibiotiques. Et le but de la présentation d'aujourd'hui, c'est de vous parler de toutes les autres bactéries qu'on connaît moins, qu'on commence à connaître dans les médias. Mais par exemple, dans mes études en médecine, moi, j'en ai jamais entendu parler jusqu'en 2014. Et donc, c'est quoi toutes ces bactéries? Donc, c'est en fait, il faut ne pas l'oublier, mais on est couvert de bactéries. Et ça, c'est un jeu que j'ai fait avec mon fils, là, qui est venu passer une journée avec nous. Il a embrassé une boîte de pétri et vous voyez que ses lèvres sont couvertes de bactéries. Et c'est vraiment pour lui montrer que on a plein de bactéries qu'on ne voit pas, mais qui sont importantes pour nous. Et ce qui est important de noter, c'est que plus vous allez dans le tube digestif, plus il y a de bactéries. Et c'est assez fou de se dire qu'il y a même plus de bactéries que de cellules dans votre corps. Et donc, depuis quelques années, on est en train de comprendre l'importance des bactéries qui sont présentes. Nous, on va s'intéresser surtout là au tube digestif, mais il y a d'autres experts, où même si les recherches sont encore font que débuter, mais il y a le microbiome vaginal, il y a le microbiome cutané et le microbiome oral qui commence à être découvert. Mais vraiment, le plus de publications, de recherches, c'est vraiment le microbiome digestif, dans votre tube digestif et surtout dans votre côlon. Donc, à quoi ressemble votre microbiome au cours de votre vie? Donc, comme vous le savez, vous naissez, puis idéalement, il faut naître par des voies naturelles, où là, tout de suite, vous pouvez bénéficier des bactéries qui sont présentes dans le vagin de votre maman. Et après, vous grandissez et vous êtes exposé pendant toute votre vie à plusieurs bactéries. Et il y a de plus en plus de preuves qui montrent que les 2 premières années d'un nouveau-né sont vraiment charnières pour qu'il construise son système immunitaire. Parce qu'après, on va parler de l'interaction entre les bactéries et votre système immunitaire. Parce que vous pouvez imaginer que toute la journée, vous êtes là, il y a une petite bactérie qui vient de rentrer dans la bouche, qui va descendre dans mon intestin et qui va être vue par mon système immunitaire. Et j'espère que mon système immunitaire ne va pas l'attaquer, parce qu'on sait que si c'est une bonne bactérie, si le système immunitaire attaque trop les bactéries du type digestif, ça peut donner des maladies qu'on va appeler des maladies auto-immunes. Et vous connaissez très bien probablement la maladie de Crohn, où c'est l'inflammation de l'intestin, la colite ulcéreuse. Et il y a même des gens qui sont en train de dire que comme à cause des nouvelles réglementations, des antibiotiques dans la nourriture, et surtout qu'on se lave les mains. Avant le Covid, c'était déjà beaucoup, mais post-Covid, c'est encore plus, vous pouvez imaginer, ce qui est une bonne chose pour les infections. Mais pour les bactéries, il y a de moins en moins de diversité dans les nouvelles générations. Et ce qui est intéressant, c'est encore un petit peu tôt pour le cancer, mais clairement pour toutes les maladies auto-immunes, asthme, Crohn, même sclérose en plaques, il semblerait y avoir un lien entre le manque de bactéries que vous avez pendant votre adolescence ou pendant votre petite enfance et le développement de ces maladies. Une fois que vous êtes adulte, vous le savez, les adultes n'aiment pas trop le changement, donc vous mangez toujours la même chose et le microbiome est assez stable au cours du temps. Qu'est-ce qui peut influencer votre microbiome? Donc, clairement, si vous tombez malade, vous prenez des antibiotiques, vous voyez vous-même que votre microbiome change. Si vous allez dans les Caraïbes ou un voyage un petit peu exotique, vous voyez que votre microbiome va changer très rapidement.
et bien sûr la nourriture. Mais après, ce qu'il faut faire attention, c'est que les humains n'aiment pas trop le changement, donc c'est rare, à moins que vous fassiez des changements drastiques dans votre diète, mais tout au long de votre vie, votre microbiome sera globalement assez stable. Et pourquoi on en parle autant? Parce que le microbiome est vraiment collé avec votre système immunitaire. Donc le système immunitaire, on se souvient, c'est les cellules qui vous protègent contre les infections, c'est les cellules qui vous protègent contre le Covid. Mais quand on va parler de greffe allogénique, c'est les cellules qui vont aller tuer votre tumeur. Quand on va parler de greffe allogénique, c'est ces cellules qui vont aussi malheureusement vous attaquer vous-même et entraîner la GVH, donc l'inflammation de l'autre contre lui-même. Et donc, c'est vraiment cette connexion avec le système immunitaire qui a démontré l'importance clé du microbiome. Et je peux vous dire que peu de gens croyaient au microbiome, puisque moi, donc, j'ai fait mes études à Montréal et après à Toronto. Et en 2014-2015, je suis parti à Paris chez mon mentor, la grande professeure Laurence Zidvogel. Et elle m'a dit, Bertrand, tu vas voir, l'avenir, c'est le microbiome, fais-moi confiance. Et il faut qu'on collecte le microbiome, donc les selles, les échantillons de selles des patients qui ont un cancer. Et voilà, il y a eu un éditorial dans le grand journal La Nature, 3 ans plus tard, sur ma vie, sur mon arrivée à Paris. Puis vous voyez, les gens n'étaient pas très gentils, on avait plein d'insultes. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que depuis 2014-2015, le monde du microbiome a complètement changé. Et aujourd'hui, on va vous montrer pourquoi et comment. Et dans l'année dernière, on a eu la grande publication des Hallmarks of Cancer. Donc, c'est les facteurs importants dans le développement et dans la réponse au traitement du cancer. Et le microbiome en fait partie, ce qui indique que vraiment le microbiome maintenant c'est quelque chose de sérieux et c'est pas des blagues comme en 2015-2014. Et pendant cette présentation, on va vous présenter vraiment 4 grands piliers de découverte sur le microbiome, surtout en tumeurs euh, liquides, mais vous allez voir, Dr Elkrieff fait plus des tumeurs solides et notre expertise ici au CHUM, c'est plus dans les tumeurs solides. Donc, on va terminer avec nos études à nous dans les tumeurs solides. Donc, déjà, pour revenir, juste pour vous mettre les choses en perspective, donc c'est après donc un premier incident atomique, il y a 5 scientifiques qui avaient été transférés à Paris chez le professeur Maté et ils s'étaient rendus compte que comme ils avaient eu de la radiation, toutes leurs cellules progénitrices, donc de leur moelle osseuse, étaient complètement détruites et qu'ils étaient aplasiques et s'ils faisaient rien, ils allaient mourir. Et ils ont eu la bonne idée de changer les cellules en prenant les cellules de quelqu'un d'autre. Et de cette première transplant de cellules, dont certains des mineurs et des scientifiques ont été capables de vivre, Maté a vraiment été le premier à découvrir que la greffe cellulaire pouvait fonctionner. Ça a pris à peu près 25 ans pour comprendre la compatibilité, puis vous allez voir pourquoi je vous parle de compatibilité des cellules, parce que nous, maintenant, on est en train de penser à la compatibilité des bactéries. Et comme vous le savez, en 1990, le prix Nobel a été donné aux Américains pour la greffe allogénique, qui reste quand même le meilleur traitement pour les gens qui ont des leucémies myéloïdes aiguës et le SMD, syndrome myélodysplasie. Ça, c'est la greffe allogénique. Et pour ceux qui peut-être, ou des patients qui nous écoutent aujourd'hui, ils savent que la greffe, ça a 2 parties. C'est vous prenez les cellules de quelqu'un d'autre et le but, c'est que ces cellules de quelqu'un d'autre ne sont pas identiques à vous et donc vous être capable d'aller détruire les cellules tumorales dans votre sang. Donc vous utilisez de l'immunothérapie cellulaire pour détruire les cellules, ici les cellules de leucémie. Mais malheureusement, comme vous recevez des cellules de quelqu'un qui n'est pas votre frère jumeau, vous n'êtes pas à 100% les mêmes gènes. Et donc, les cellules vont reconnaître vous-même, votre soi, comme quelque chose de différent. Et ces cellules vont s'attaquer à vous-même et donc entraînent la GVH, donc le graphe versus l'autre, et ça peut entraîner beaucoup de complications. Et les patients qui ont des greffes allogéniques, c'est vraiment ça les complications les plus dangereuses, surtout au niveau digestif. Donc les patients ont de la diarrhée, développent des colites, peuvent avoir des problèmes de peau, des problèmes au niveau du foie. Et donc ça, c'est malheureusement, malgré tous les efforts des hématologues, greffeurs, c'est ça malheureusement qui reste le plus difficile et qui tue beaucoup de patients malheureusement, c'est ces complications euh, de la greffe allogénique. Donc, il y a un autre type d'immunothérapie aussi, c'est la thérapie de CAR-T, donc les cellules modifiées.
Et ça, c'est maintenant approuvé surtout pour le lymphome et bientôt pour le myélome. Donc là, quand vous avez un lymphome et vous avez progressé après de la chimio, après une greffe euh, autologue cette fois-ci, vous allez pouvoir recevoir des cellules CAR-T au Québec, actuellement Maisonneuve-Rosemont, McGill et Québec, mais notre centre là, vient d'être désigné comme un futur centre de cellules CAR-T. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend vos propres cellules à vous et on les modifie avec un récepteur qui va reconnaître un récepteur sur les cellules tumorales et ces cellules immunitaires, une fois qu'elles sont réinjectées en vous, vont aller manger ces cellules tumorales. Et ça, encore une fois, ça a vraiment révolutionné la prise en charge des patients qui ont un lymphome. Et on va voir est-ce que cellules, ces médicaments jouent sur le microbiome. Donc la première preuve que le microbiome est important, ça fait depuis très longtemps qu'on le connaît, parce que depuis les années 70, il y a eu cette très grande expérience, depuis 74, où un médecin a décidé de faire des greffes, donc on est capable de faire des greffes allogéniques dans les souris, et il s'est rendu compte que s'il prenait des souris normales, ben, elles avaient une espérance de vie très courte. Et s'ils prenaient des souris qui n'avaient pas de bactéries, donc des souris bulles, donc vous allez voir, c'est des souris, on va vous montrer des photos plus tard, qui vivent dans des isolateurs, qui n'ont jamais vu de bactéries. Et pour travailler, donc il faut travailler avec des gants, des masques. Et ces bactéries n'ont jamais vu, et ces souris, pardon, n'ont jamais vu de bactéries. Et vous voyez qu'en absence de bactéries, les souris vivaient plus longtemps. C'était vraiment la première indication qui démontrait probablement un lien entre les bactéries et la réponse à la greffe allogénique. Après, il y a eu la deuxième publication du groupe du Memorial Sloan Kettering à McGill, à New York, pardon, où là, ils ont montré que la diversité bactérienne, donc je vous ai dit au début, il semblerait que plus vous avez de diversité bactérienne quand vous allez grandir, moins vous avez la chance de développer des maladies auto-immunes. Et ici, ils ont été vraiment les pionniers à montrer que plus vous avez de bactéries au moment de faire votre greffe allogénique, plus vous avez une survie prolongée. Si vous avez une faible diversité bactérienne, et on va voir qu'est-ce que ça veut dire une faible, c'est pourquoi vous auriez une faible diversité bactérienne, votre espérance de vie est écourtée malheureusement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il montre que cette diversité est de façon opposée associée aux toxicités, à la mort associée aux toxicités de la greffe allogénique. Et les patients qui avaient peu de bactéries avaient plus de complications et malheureusement de décéder de leur greffe. En médecine, on aime quand les données sont validées dans des grandes cohortes. Et donc, le groupe de New York avec le groupe de Duke et deux autres centres a par la suite fait une autre étude. Cette fois-ci, c'est 1362 patients. Et là encore, vous voyez, c'est assez blanc et rouge, j'allais dire, que ceux qui ont une diversité au moment de faire leur greffe plus élevée vivent plus longtemps. Et ça, vraiment, ça a été la première fois que le microbiome est rentré dans la médecine en disant c'est important de regarder le microbiome des patients qui ont des greffes allogéniques. Et encore une fois, ils ont montré exactement la même chose que dans leur première petite étude, c'est que le microbiome n'est pas associé à avoir une récidive de sa leucémie, mais est seulement associé à avoir des complications de la leucémie, des complications, comme je vous ai dit, la GVH. Donc, plus vous avez de bactéries, moins vous avez de GVH. Et quand j'étais étudiant, avant de partir à Paris, j'ai travaillé à Maisonneuve-Rosemont avec Sylvie Lachance, qui est la chef de la greffe allogénique. Et ces données commençaient à sortir et on s'est posé la question, mais en tant que médecin, nous, on donne des antibiotiques aux patients pour nettoyer le tube digestif, pour essayer d'enlever les bonnes bactéries. Et de façon surprenante, vous voyez que ici, les patients qui ont reçu des antibiotiques développent plus de GVH que ceux qui n'avaient pas reçu d'antibiotiques. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avoir une GVH très légère, c'est une bonne nouvelle. Et c'est pour ça qu'on était content de voir ce résultat. Si vous avez un tout petit peu de GVH, ça veut dire que vous allez beaucoup tuer vos cellules tumorales. Mais si vous avez beaucoup de GVH, ça veut dire encore une fois que votre corps, les nouvelles cellules s'attaquent à vous-même. C'est très délétère. Et donc là, on montrait encore une fois cette corrélation.
Et de façon intéressante, les patients qui recevaient des antibiotiques par rapport à un autre centre ou d'autres protocoles où on ne donnait pas d'antibiotiques, vous voyez que l'espérance de vie était significativement diminuée chez les patients qui recevaient des antibiotiques. Donc là encore, une des premières démonstrations, montréalaise cette fois-ci, que prendre des antibiotiques quand on a une greffe, ben, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Et en parallèle, encore une fois, nos amis de New York, eux, ont fait la même chose, mais eux, ils sont allés à une étape plus loin. Ils sont regardés aux antibiotiques après la greffe. Parce que pour ceux qui ont accompagné quelqu'un ou qui ont vécu une greffe allogénique, vous savez très bien que les globules blancs sont à zéro pendant plusieurs semaines et donc le risque d'infection est très élevé. La grande majorité des patients reçoivent des antibiotiques. Et ce qui était intéressant dans cette étude, c'est qu'ils ont montré que certains antibiotiques que vous recevez quand vous avez ce qu'on appelle la neutropénie fébrile, donc vous n'avez pas de globules blancs pour défendre, mais vous avez de la fièvre, et on vous donne des antibiotiques même si on ne trouve pas la source exacte de l'infection, c'est juste pour vous protéger. Mais clairement, les antibiotiques à large spectre, qui est l'imipenem ou le piperacilline, qui sont les antibiotiques les plus donnés, surtout celui-ci au Québec, post-greffe allogénique, étaient associés à une augmentation de la GVH et à une augmentation de la GVH même sévère. Et donc, c'était vraiment par rapport à d'autres antibiotiques, tels que la céphépime, où on ne voyait pas cet effet. Et donc là, le groupe de New York est en train de faire une étude randomisée où les patients qui ont une greffe allogénique, qui développent de la fièvre, reçoivent soit le traitement standard qu'on reçoit dans beaucoup de pays au monde, ou ici, le céphépime, où là, on nous dit qu'il y a moins de patients qui viennent, qui ont des toxicités. Après, on a regardé ils ont regardé les bactéries et est-ce qu'on était capable, là, je vous ai parlé que de diversité, mais d'aller plus loin, de regarder les noms des bactéries qui étaient présentes dans le tube digestif. Et ici, ils ont fait une très belle représentation montrant à gauche les patients qui avaient une bactérie qui s'appelle Blosia, donc qui est augmentée ici en bleu, et par rapport à ceux qui en ont très peu, et ici, c'est ceux qui n'en ont pas du tout. Et à droite, pour chaque patient, donc chaque ligne est un patient, vous voyez ici que c'est les complications des patients, et vous voyez que ceux qui n'ont pas beaucoup ou pas du tout de Blosia ont plus de GVH, ont plus de GVH et plus de mortalité reliée à cette bactérie. Par contre, les patients qui avaient plus de Blosia dans leur selle au moment de la greffe, eux, vous voyez, c'est ceux qui sont alive, donc c'est ceux qui vont très bien et qui n'ont pas de complications. Donc là encore, une fois, au-delà de la diversité, maintenant on était capable de comprendre que certaines bactéries étaient associées à la réponse. À l'inverse, le groupe de New York aussi s'est rendu compte qu'un entérococcus, donc encore une fois une bactérie présente dans les selles des patients, lui, c'était l'opposé. Plus il y en avait, moins bien les patients survivaient, et plus il y avait d'entérococcus, plus il y avait de toxicité, surtout au niveau digestif. Et ce qui est important, c'est quand vous faites des présentations ou des articles scientifiques, c'est des très belles données que vous avez chez les humains, mais après, ils ont été capables de le valider dans des modèles murins où les souris qui recevaient l'entérococcus mouraient plus rapidement que celles qui n'avaient pas reçu d'entérococcus, ici en bleu. Donc, de façon intéressante, maintenant, on est capable de comprendre que la diversité, le nombre de bactéries au moment de la greffe, qu'aussi certaines bactéries telles que les Blosia sont associées à la réponse, et les entérococcus sont associés à la résistance de la GVA, de l'allogreffe. Et après, la première étude qui a été très encourageante, c'était sur la greffe fécale. Donc, comme vous le savez peut-être, la greffe fécale, c'est un des traitements qu'on peut donner chez les patients qui ont un clostridium difficile. Puis, comme vous le savez peut-être aussi, quand vous avez la GVH intestinale, donc c'est l'inflammation des nouvelles cellules dans le tube digestif, le premier traitement, c'est la prénisone. Après, on peut donner des immunosuppresseurs. Et malheureusement, si le patient ne répond pas à la première ligne de traitement, les chances qu'il réponde aux deuxième et troisième lignes, même si maintenant il y a des nouveaux agents qui sont beaucoup plus puissants, mais à cette époque, les chances qu'il répondent aux deuxième lignes étaient très faibles. Donc ils se sont dit, ah mais est-ce qu'on ne pourrait pas donner des greffes fécales, des selles
donneurs sains à ces patients. Et vous voyez que donc, ces patients qui étaient réfractaires aux stéroïdes, qui ont reçu des selles de donneurs, vous voyez que la diarrhée diminue. Et ici, vous voyez aussi, ça diminue très bien. On redonne même un deuxième greffe et vous voyez que la diarrhée disparaît. Donc, ça a été la première preuve de concept que le microbiome pouvait modifier de façon bénéfique la réponse et les toxicités de la greffe allogénique. Et il y a une compagnie française qui s'appelle Mahat qui vient de publier une nouvelle étude où là, vous voyez, donc il y a une vingtaine de patients, encore une fois, toujours dans le même contexte, donc ceux qui ont la GVH digestive réfractaire à la prednisone. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un pool de donneurs, donc ils ont pris plusieurs donneurs, qu'ils ont mis ensemble, et on donne ça aux patients qui ont cette GVH réfractaire. Et là, ici, vous voyez en bleu, il y a beaucoup de patients qui ont très bien répondu. Donc là encore, et Mahat est en train, j'étais avec eux là à San Diego la semaine dernière, et a beaucoup d'études cliniques et a annoncé des très beaux résultats sur une nouvelle stratégie et potentiellement même un produit commercial pour diminuer la greffe la GVH chez les patients allogreffés. Et qu'est-ce qu'il en est des carticelles, encore une fois, là, pour une cause de temps et pour pouvoir répondre aux questions, je ne vais pas en parler davantage, mais je peux vous dire qu'il y a deux papiers qui viennent de sortir, là, il y a un 2 ans et un l'année dernière, sur l'importance, encore une fois, des antibiotiques avant le début de la thérapie de carticelle et du microbiome qui est associé à nouveau à son efficacité, mais aussi à ses toxicités. J'ai une question là de quelqu'un avant de cette présentation sur l'importance du microbiome et du myélome. Encore une fois, je dois vous admettre qu'il y a moins de publications, il y a moins d'études encore ou de groupes qui travaillent entre le lien entre le myélome et le microbiome, mais ça commence et ça augmente. Et de façon intéressante, un des papiers là que j'ai sorti pour vous montre que les patients qui ont un myélome, certaines bactéries pourraient être donc associées au myélome, surtout les bactéries qui ne produisent pas d'acide gras à chaîne courte, donc ce qui est présent dans les fibres. C'est pour ça qu'on encourage beaucoup les gens à manger des fibres pour avoir beaucoup de bactéries qui produisent des acides gras à chaîne courte qui diminuent le risque de développer un cancer du côlon et ici potentiellement le myélome. Et de la même façon, certaines stratégies sont actuellement testées, sont des études peut-être chez la souris ou peut-être chez les patients. Actuellement, je peux vous dire qu'à Montréal, au CHUM, en tout cas, on n'a pas d'études en myélome et en microbiome, mais il y a plusieurs stratégies, dont la greffe fécale, dont manger plus de fibres, dont juste donner les acides gras à chaîne courte, qui pourraient potentiellement augmenter la réponse des traitements contre le myélome. Et dans les derniers 10-15 minutes, je vais vous parler, puisque ma collègue là est occupée, de nous, ce qu'on fait au CHUM et comment on travaille sur le microbiome ici au CHUM. Donc, comme je vous ai dit, je vous ai parlé des souris germ-free, des souris bulles. Et ici, vous voyez que c'est comme ça qu'on travaille avec les souris bulles. Donc, c'est tout un équipement pour faire ce genre d'expérience. Pour avoir un laboratoire, il faut beaucoup d'étudiants motivés, une grosse équipe de recherche. Et on a la chance aussi d'avoir une grande biobanque où on peut collecter beaucoup d'échantillons. Finalement, au 12e étage, on cultive, donc on analyse les bactéries présentes dans le tube digestif des patients. Chez nous ici, c'est qui ont un cancer du poumon et un mélanome, et on est capable de même d'identifier les bactéries. Et ce qui est assez rigolo et intéressant, c'est quand une bactérie n'a pas de nom, c'est une nouvelle bactérie, et vous voyez que vous pouvez lui donner le nom de famille, si on veut, que vous voulez. Donc ici, on a la Tractobacter montrealensis, et on a aussi la Gabonibacter shumensis qui ont été découvertes là au CHUM par notre équipe. Et tout ça, ça demande une grosse énergie et aussi des bioinformaticiens très talentueux pour analyser le séquençage du microbiome des patients. Je vais passer ça très rapidement, mais juste pour vous dire, dans les tumeurs solides, donc il n'y a pas la thérapie d'allogreffe, mais on donne des immune checkpoint inhibiteurs, des inhibiteurs de point de contrôle, qui là aussi réveillent le système immunitaire contre les tumeurs.
Et de façon intéressante, comme dans les allogreffés, où je vous ai dit les antibiotiques avant de débuter le traitement est délétère, on a exactement la même chose chez les patients ici qui ont un cancer du poumon qui débutent de l'immunothérapie. Les antibiotiques, un mois avant, diminuent l'espérance de vie que vous preniez l'immunothérapie ou l'immunothérapie avec la chimiothérapie. Et ça, en fait, ça a vraiment changé la pratique médicale. Et maintenant, les médecins sont au courant ou font attention pour prescrire des antibiotiques. Là, j'aimerais juste ouvrir une parenthèse à le rôle aussi des antibiotiques, parce que clairement, si un patient a une infection documentée, il faut des antibiotiques. Et ce que j'aimerais pas, c'est que les gens qui nous écoutent aillent voir leur médecin, puis leur médecin leur prescrit des antibiotiques parce qu'ils savent que c'est un bon traitement, et qu'ils disent, ah ben non, il y a Routy qui dit que les antibiotiques, ça tue les patients et c'est pas bon. Ça, c'est pas le genre de pratique qu'on veut, parce que si vous avez une infection documentée, probablement les antibiotiques vont vous sauver la vie, et pas avoir les antibiotiques, ça va pas aider. Mais ce qu'on veut faire et ce qu'on veut promouvoir, c'est qu'il faut prescrire les antibiotiques que quand c'est nécessaire, que quand il y a vraiment une infection qui a été prouvée, et pas juste parce que vous allez débuter un traitement ou parce que vous vous sentez un petit peu moins bien. Et finalement, donc nous aussi, comme dans la greffe allogénique, je vous ai montré, on a parlé de greffe fécale, nous aussi, il y a eu deux groupes, donc un en Israël et un à Pittsburgh, qui ont fait des greffes fécales, donc qui ont donné des selles de patients en réponse complète à des patients qui avaient un mélanome, et ils ont redonné de l'immunothérapie, et là, ça s'est mis à marcher. Donc au CHUM, ce qu'on fait, ce qu'on est en train de faire, on a fini la première étude canadienne là, de greffe fécale en oncologie, où on a pris 20 patients qui avaient un mélanome, et en plus de leur immunothérapie, on a rajouté une greffe fécale en utilisant des selles de donneurs sains. Donc c'est quoi ça? C'est des patients qui vont à l'hôpital et qui amènent un échantillon de selles. Il faut bien sûr être en super santé, pas avoir de cancer, et on teste dans leur selles tous les pathogènes ou les bactéries qui sont mauvaises, donc les Giardia, certains E. coli. Bien sûr, maintenant, on doit tester pour le Covid, pour la maladie là, du monkeypox. Et s'il n'y a aucun de ces pathogènes dans l'échantillon, on fait des capsules et les patients vont avaler 40 capsules de sel. Et dans nos études en cours, vous voyez ici que les patients avalent les capsules une semaine avant le début de leur immunothérapie. Et il y a Madame Bouchard qui a voulu partager avec vous son expérience. C'est la première patiente au CHUM qui a été traitée dans cette étude. Ça a super bien été. Ça m'a surpris. Je pensais que j'aurais de la difficulté, que ça passerait pas. Mais non, ça a très bien été. Je me disais, ça allait très bien. En tout cas, je trouve que si d'autres personnes peuvent faire, si on peut apporter des résultats positifs, j'espère que d'autres personnes vont suivre. Je pense que c'est un peu plus d'espoir que ça donne à notre vie. Donc la bonne nouvelle, c'est que Mme Bouchard maintenant est en réponse complète et elle l'a même annoncé là, dans le journal de Montréal il y a un an ou deux. Donc notre première étude était très encourageante puisque ici vous avez Mme Bouchard là, qui est en réponse complète. C'est que les patients avec un mélanome, grâce à notre greffe fécale, on a augmenté l'efficacité de 25%. Donc on s'attendait à un taux de réponse de 1 sur 2 et on a augmenté à 65%. Donc ça, c'était vraiment très extraordinaire. Et suite à ces résultats, le docteur Ekrieff, qui va devoir s'excuser aujourd'hui, à une autre étude clinique où ici, donc 3 bras différents, cancer du poumon, mélanome et cancer uvéal, sont traités avec des immunothérapies et des greffes fécales. Et on a présenté les premiers résultats de mélanome la semaine dernière à San Diego. Et je peux vous dire que les résultats sont très encourageants. Donc maintenant, des questions simples. C'est qu'est-ce que je dois manger, ou quand vous allez chez Jean Coutu, Pharmaprix ou toutes les pharmacies, il y a des rayons entiers de produits naturels et de probiotiques. Et bien sûr, votre question, c'est ah ben, si Routy dit que les antibiotiques c'est mauvais, il faut des bactéries, ben, on a juste à prendre les bactéries chez notre bon pharmacien et en prendre et voir si ça répond. Donc déjà, c'est quoi la différence entre les probiotiques et les prébiotiques? Donc les probiotiques, c'est en théorie donc des bactéries,
Et les prébiotiques, c'est surtout donc des molécules chimiques qui vont donc modifier votre microbiome. Et il y a des bactéries un petit peu de partout, dans les yaourts, dans le kéfir, et des prébiotiques ou de la diète aussi, vous pouvez donc la modifier à votre gré. Ce qui est important de se rendre compte, c'est que nous, à l'hôpital, on est très réglementé par Santé Canada et tous les médicaments que vous recevez à l'hôpital sont réglementés par Santé Canada, c'est-à-dire que Santé Canada vient auditer la pharmacie, vient auditer les compagnies pharmaceutiques en regardant qu'est-ce qu'ils mettent dans leurs produits, s'assurant que ce qu'ils disent, ils disent que le patient va recevoir X milligrammes de chimiothérapie, X milligrammes d'immunothérapie, X milliers de cellules, c'est le bon chiffre. Et bien malheureusement, ça, ce n'est pas vrai pour les produits naturels. Et une fois qu'un produit naturel ne semble pas être toxique, Santé Canada ne fait pas de suivi. Et il y a cette très belle étude qu'ils ont montré que dans tout, ils ont acheté plein de probiotiques dans une pharmacie et ils se sont rendus compte que ce qui était écrit sur les bouteilles, ce n'était pas ce qui était vraiment dans la bouteille. Et que même dans une de ces bouteilles, il y avait des produits qui étaient des pathogènes, donc des mauvaises bactéries. Et il y a eu une étude qui est sortie il y a maintenant 2 ans sur les gens qui recevaient donc des prébiotiques, donc qui allaient eux-mêmes à la pharmacie, qui achetaient des prébiotiques avant de débuter leur immunothérapie dans le mélanome. Et de façon très, très, très surprenante, tous les patients qui achetaient eux-mêmes leurs probiotiques, ici vous voyez en violet et en bleu, mouraient ou progressaient beaucoup plus rapidement. Et ça a vraiment mis une note d'attention, de dire oui, le microbiome c'est important, mais attention, il ne faut pas faire n'importe quoi, parce que si vous faites n'importe quoi et vous achetez n'importe quel produit en vente libre dans une pharmacie, mais on ne sait pas ce que ça peut faire. Cette étude a montré que c'était même délétère. Et il y a une autre étude aussi d'Israël qui a montré que les patients qui reçoivent des antibiotiques, dont certaines personnes disent que mais si vous avez des antibiotiques, vous allez tuer les bonnes et les mauvaises bactéries. Donc, on a juste à vous donner des nouvelles bactéries pour augmenter l'efficacité. Et dans cette étude israélienne, ils ont montré que ceux qui prenaient des probiotiques, leur microbiome prenait plus de temps à récupérer. Donc, vous allez être très déçus de ma réponse, mais actuellement, en 2024, quel que soit votre cancer, je n'ai pas de recommandation formelle à vous faire sur prendre des probiotiques. Je vous dirais de ne pas en prendre et de faire très attention parce que cette étude a vraiment montré qu'il ne fallait pas faire n'importe quoi. Par contre, je vous encourage grandement à faire partie de différentes études cliniques, de regarder autour de vous. Ici, nous, au CHUM, on a beaucoup d'études cliniques en mélanome, en cancer du poumon. Peut-être à McGill ou à Maisonneuve-Rosemont, ils ont des études cliniques pour les cancers liquides. Aux États-Unis, clairement, à New York ou en Hollande, ils ont beaucoup d'études cliniques pour les gens qui ont un cancer hématologique. Parce qu'il y a plein de stratégies dont on n'a pas beaucoup parlé, mais la diète, encore une fois, on connaît très mal l'importance de la diète et les recommandations américaines sont qu'il n'y a aucune recommandation à faire, on ne sait pas ce qu'il faut manger. Et même les recommandations, et nous, vendredi, on a une nutritionniste qui travaille à temps plein avec moi dans l'équipe pour montrer vraiment qu'il faut arrêter de dire aux gens de ne pas manger ce qu'ils veulent et que même la diète neutropénique, donc quand vous n'avez pas de globules blancs, il y aurait très peu de limitations, peut-être seulement ce qui est encore vivant donc, et non cuit, mais sinon, les contre-indications sont très légères, sauf si vous prenez par contre un médicament par la bouche, des tyrosine kinase inhibiteurs par exemple, où là, il y a certains produits qu'il faut faire attention. Néanmoins, on connaît très peu de données sur la diète. Nous, ici, on travaille beaucoup sur la diète méditerranéenne, la diète recommandée par Santé Canada et Nutrition Canada. Mais là encore, à part se faire ce genre de recommandations que je vous encourage à manger bien de façon équilibrée, c'est la seule chose que je peux vous dire. Et malheureusement, je ne peux pas vous dire de manger plus de betterave ou d'un produit très exotique qui coûte très cher va aider votre cancer en 2024. On n'a pas les données pour dire ça. Est-ce que la greffe fécale va fonctionner? Donc oui, il y a beaucoup d'études de greffe fécale, mais on a beaucoup de limites sur la greffe fécale en termes de comment on peut le donner aux gens et comment ça pourrait devenir un traitement qu'on pourrait donner partout dans le monde. Et donc, dans le futur, ce qui va se passer, c'est que ça va être probablement des capsules de bactéries. Certaines sont en cours d'études aux États-Unis. Une ici arrive à Montréal très prochainement
ou des molécules chimiques, des métabolites, afin de modifier le microbiome des patients vivant avec un cancer. Et aussi, ce qui est important finalement à noter, c'est que pas tous ces traitements vont fonctionner dans le même cancer. C'est-à-dire que dans la greffe allogénique, l'Akkermansia muciniphylla est associée aux toxicités, donc ce n'est pas bon. Mais quand vous avez un cancer du poumon, l'Akkermansia muciniphylla, donc la même bactérie, elle est associée à la réponse à l'immunothérapie. Donc c'est un monde très complexe qu'on est à peine en train de déchiffrer et il faut faire attention à ne pas se faire avoir par des faux amis ou des compagnies qui bien sûr sont très heureuses de vous vendre le séquençage de votre échantillon, de vous faire des rapports qui n'ont, selon moi, aucune valeur scientifique, mais par contre de participer à des études cliniques sur le microbiome en tant que facteur pronostic et de différentes stratégies pour modifier le microbiome. Donc en conclusion, je peux vous dire qu'en hémato-oncologie, le microbiome, donc la base, au niveau de la diversité, on a des bonnes, on a des mauvaises bactéries. Et tout ça, c'est donc clé pour prédire la réponse aux différents traitements. Et comme on vient de discuter, ce qui est complexe, c'est de se dire que chaque traitement, chaque maladie aura ses bonnes et ses mauvaises bactéries. Et ce qui est encore plus complexe, c'est si je vous dis, est-ce que vous pourriez me croire que les bonnes bactéries des Québécois, c'est les mêmes que les Français? Vous allez me dire, bon, on a une nourriture assez similaire, mais est-ce que c'est les mêmes que les Japonais? Et nous, on a publié un papier avec les Japonais, et de façon surprenante, c'était les mêmes bactéries qui étaient associées à la réponse au Japon qu'en France ou au Canada. En 2024, je dois vous annoncer malheureusement qu'il n'y a pas d'indication de regarder la composition de votre microbiome si vous faites partie d'une étude clinique, parce qu'on n'a pas encore une définition exacte de c'est quoi un bon microbiome, c'est quoi un mauvais microbiome. Il faut être prudent avec les antibiotiques, mais là encore, si votre médecin vous conseille de prendre des antibiotiques, écoutez-le. Et si vous avez une infection, clairement, il faut prendre des antibiotiques. Et la pire chose qui pourrait arriver après cette présentation, c'est un patient qui refuse de prendre les antibiotiques de son médecin parce qu'il a écouté ma présentation et qui malheureusement décède de complications infectieuses parce qu'il n'a pas pris l'antibiotique. Il y a plusieurs stratégies qui sont actuellement testées afin de modifier le microbiome pour diminuer la toxicité digestive. Et nous, en oncologie solide, qu'on est en train d'essayer de comprendre, je vous ai dit au début, ce qu'ils ont eu du mal à comprendre, c'était le HLA, la compatibilité entre les cellules du donneur et les cellules du patient. Ben, nous, on est à peu près dans la même époque où on est en train de se dire, on veut essayer de comprendre le donneur et le patient, puisque ce qu'on fait actuellement, c'est un petit peu comme Maté a fait dans les années 60. On donne des selles sans vraiment comprendre leur composition ou ce qu'elles peuvent faire, même si nos résultats là sont très, très encourageants. Donc, bien sûr, en conclusion, je dois remercier là mon équipe de recherche qui travaille la jour et nuit pour vous, pour les patients, pour essayer vraiment de mettre le microbiome dans l'oncologie, dans l'hématologie, et toutes les sociétés, tous les groupes qui nous encouragent à faire ces recherches, parce que comme vous le savez, la recherche, ça coûte très cher, et sans argent, sans financement, sans philanthropie, le Canada doit vraiment continuer à être de l'avant pour financer sa recherche, pour vraiment vous apporter des nouveaux traitements. Et notre équipe, là, on est à la greffe fécale, on a le CAMU-CAMU, donc on a 3 nouvelles stratégies thérapeutiques qui ont été découvertes par notre laboratoire et sponsorisées par différents organismes. Donc, je vous remercie grandement. Je m'excuse encore pour le docteur Ekriev qui n'a pas pu se joindre à nous et j'ai hâte de voir vos questions. Ben, merci beaucoup, beaucoup pour cette présentation. C'était très, très, très intéressant. J'ai appris plein de choses. Donc, oui, on a quand même reçu des questions. Donc, je vais y aller d'emblée. Donc, qu'est-ce qui relie notre moelle osseuse à notre microbiome? C'est une très bonne question et c'est un des nouveaux sujets de réponse. Donc, un nouveau sujet de recherche chez nous, c'est d'essayer de comprendre donc, la moelle osseuse. Donc, c'est le papa et les mamans des globules. Et encore une fois, c'est un peu tôt pour bien dire, mais il semblerait que les papas et les mamans des globules seraient influencés potentiellement par le microbiome. Et donc, il faut un petit peu plus creuser.
mais il semblerait y avoir des liens entre la composition de la moelle osseuse et le microbiome intestinal. Ce dont on est certain actuellement, c'est qu'une fois que les cellules sont sorties de la moelle osseuse, tous les lymphocytes T qui sont là pour vous défendre, ils vont vivre dans le tube digestif, puisque 70% de vos lymphocytes là sont actuellement en train de dormir, de se reposer ou d'attendre dans le tube digestif. Et c'est là où ils sont en contact étroit avec le microbiome. Et c'est là où on pense qu'il y a un deuxième niveau d'éducation qui expliquerait pourquoi les patients, pourquoi le microbiome intestinal est si important, parce que les bactéries dictent un petit peu l'inflammation, le tonus immunitaire des patients et des gens sains aussi. OK. Oui, c'est très intéressant aussi. Comment réhabiliter son intestin après des épisodes de constipation dus à la chimiothérapie? On a eu plusieurs questions dans ce. Là, Non, ça non, regroupe plusieurs questions. j'entends et c'est que je veux pas décevoir l'audience, mais c'est que malheureusement, il n'y a pas grand-chose que je peux vous recommander qui est vraiment prouvé scientifique. Et je travaille pas pour une petite compagnie de probiotiques. Oui, Je n'ai pas d'intérêt à vous dire allez acheter cette compagnie de probiotiques, c'est oui. extraordinaire. Je ne pense pas qu'il y ait de preuves formelles qu'aucun traitement va améliorer votre flore microbienne après une chimio, après une greffe allogénique. Les patients, quand ils viennent me voir, sont déçus que je leur dise ça. Mais moi, je veux faire de la recherche, je veux faire de la médecine prouvée et pas vous vendre des produits pour devenir riche. Euh, Par contre, ce qui est important, je pense, c'est de repartir sur des choses simples. Ça veut dire la diète, riche en fibres, méditerranéenne, activité physique. Je Mhm. pense que c'est ça les seules choses qu'on peut vous recommander. Et de participer si vous avez la chance. Donc, je sais qu'en France, il y a une grosse étude sur on refait une greffe fécale après la chimiothérapie. Mais encore une fois, hors contexte étude clinique, il n'y a pas grand-chose à faire à part bien manger et rester actif. Hmm. D'accord. Sinon, il y a aussi une question qui nous demande, est-ce qu'il y a une connexion entre la maladie cœliaque? On a aussi une autre question qui dit la maladie de Crohn et les cancers du sang. Donc, est-ce qu'il y a une relation entre ces maladies de type intestinal et les cancers du sang? À Euh, votre connaissance, évidemment. Question difficile. Donc, la maladie de Crohn, oui, est associée surtout au cancer du côlon et oui, est clairement associée au microbiome. Mais c'est pas parce que c'est pas un plus un égale un plus un égale un plus un plus un égale 3. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Oui, on sait que le microbiome est associé à la maladie de Crohn. Oui, on sait que le microbiome est associé au cancer du côlon. Mais est-ce qu'il y a le lien entre ces deux-là? Je ne suis pas certain. Et pour la maladie cœliaque, encore une fois, avec le microbiome et la maladie cœliaque, c'est assez dur parce que je pense que c'est une vraie maladie, mais c'est une maladie complexe où il y a plusieurs maladies qu'on comprend mal Je comprends. et c'est un spectre et qu'il faut encore beaucoup de recherches pour travailler sur la maladie cœliaque. Ouais. Ensuite, que pensez-vous? Là, ça va peut-être couper vers ce que vous avez parlé au niveau de la diète, mais que pensez-vous du jeûne intermittent pour les patients touchés par le cancer ou encore les survivants du cancer? Encore une fois, il y a La beaucoup même de chose. gens qui vont vous vendre d'aller dans des thérapies, dans des hôtels. Là, j'ai un ami qui a fait ça, qui était dans un hôtel 5 étoiles là, à Barcelone, où Oui. vous êtes dans un jeûne, il y a des jacuzzis, il y a des massages, et là, vous vous sentez bien. Et vous sortez de là Hmm. rafraîchi ou en super forme. C'est sûr Mais que qu'est-ce 5 qui fait du jours bien? Oui, c'est ça. dans un spa, vous allez entrer en super forme, que vous ayez mangé ou pas. Donc, encore une fois, oui, dans la souris, oui, il y a peut-être des petites preuves sur des bénéfices du jeûne intermittent, mais malheureusement, en cancer, il n'y a jamais eu d'études randomisées. Donc, c'est quoi une étude randomisée? C'est vous mettez 100 patients, 50 patients qui vont faire le jeûne intermittent, 50 patients qui vont faire ce qu'ils veulent, et avec la même maladie, les mêmes traitements, et vous regardez à la fin qui fait le mieux. Et malheureusement, ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est très dur, vous le savez, de changer votre diète. Et tout le monde dit qu'il faut changer sa diète pour les maladies cardiovasculaires. Tout le monde dit qu'il faut manger de la fibre pour diminuer le cancer du côlon. Et vous voyez, surtout aux États-Unis, l'espérance de vie est en train de diminuer parce que les gens ne sont pas capables de changer leur diète. Donc, c'est difficile de changer la diète. Et aussi, ce qui est difficile, c'est quand vous avez le cancer, surtout si vous recevez de la chimiothérapie, jeûner, ce n'est pas une très bonne chose parce qu'il faut vous garder hydraté. Si vous tombez en insuffisance rénale parce que vous avez trop jeûné, vous n'avez pas bu d'eau,
là, croyez-moi que tout le bénéfice potentiel théorique du jeûne, vous venez de le perdre. Et si vous allez vous tomber en dialyse, vous allez beaucoup regretter ce jeûne. Donc, encore une fois, il n'y a pas de recommandation scientifique de faire quel que soit, manger n'importe quoi. La seule chose que je pense qui est bon de recommander, c'est une nourriture saine. Et nous, on est en train de travailler là-dessus dans le cancer du poumon. On s'est rendu compte que nos patients québécois avaient malheureusement certains une très mauvaise habitude alimentaire. Ils ne mangeaient que 17 grammes de fibres et la moyenne, c'est 35 qui est recommandée. Donc là, on les encourage avec des interventions nutritionnelles. Mais encore une fois, ça s'est fait dans le cadre d'une étude clinique et ce n'est pas fait juste sans contrôle et sans rien. OK. Ensuite de ça, après une chimiothérapie, comment aider la régénération du microbiome intestinal? Quels sont les signes d'un dysfonctionnement? Donc, peut-être plus, là, vous avez parlé un peu de, bon, il n'y avait pas de diète ou de probiotiques à recommander, mais est-ce qu'il y a des signes où qu'il faut s'inquiéter d'un dysfonctionnement? C'est une question difficile, donc malheureusement, je n'ai pas de réponse. C'est-à-dire, il n'a jamais de réponse à rien. Non, non, c'est correct. mais, mais encore une fois, c'est que je veux avoir des réponses et je ne veux pas dire n'importe quoi Mhm. pour vendre un produit. Et malheureusement, beaucoup de gens à la télé, beaucoup de gens dans les livres, le nombre de livres ou le nombre d'éditeurs qui me contactent. Oh, cher docteur Routy, on aimerait écrire un livre avec vous. Qu'est-ce qu'on va dire aux patients? Et là, je leur dis, mais j'ai rien. Alors, j'ai mangé bien, mangé équilibré. Puis elle dit, ouais, mais ça ne va pas faire un beau livre, ça. Je dis, mais oui, mais ça, c'est la vérité. C'est pas miracle, oui. Donc, encore une fois, c'est très difficile parce que même c'est quoi un bon microbiome d'un mauvais microbiome, on ne le sait pas. Et c'est pour ça aussi que je suis sûr que j'ai déçu beaucoup de gens qui nous ont écoutés en disant que moi, je n'étais pas pour le séquençage. Et je suis sûr que suite à cette présentation, je vais recevoir plein de emails. Ah, cher docteur Routy, j'ai fait séquencer mes échantillons de sel par une compagnie. J'ai payé 500 $. Qu'est-ce que vous en pensez? Et je vais leur répondre gentiment, écoutez, on n'est pas encore assez avancé Non, c'est pour ça. comprendre c'est quoi, puis vos résultats, vous les envoyez, vous avez déjà commencé votre traitement depuis plusieurs mois, je me doute, donc là, c'est un petit peu trop tard pour changer quoi que ce soit. Oui. Mais en fait, je comprends qu'on est au début de quelque chose, puis en science, ça prend un début. Donc, je comprends aussi que les recherches sont en cours. Mais encourager, et je dois vous admettre, ceux qui nous ont le plus bloqués initialement pour ce genre d'études, ce n'est pas les patients, c'est les médecins. Oui. On leur disait, ah oui, collecter les selles, ah, changer ça, ah ben non, c'était pas un gros truc du Big Pharma, donc non, ça les intéressait pas. Ah Et ouais. il y avait vraiment des patients, et nous, je peux vous dire, on a inclus là 65 patients dans nos 3 études. Il y a presque, je ne vais pas dire 100%, mais il y a au moins 90% des patients qui acceptent, mais avec un grand plaisir, un grand sourire de participer à ces études. On a collecté plus de 200 patients avec un cancer du poumon, cancer de la peau, cancer ORL. Plus de 85% des patients ramènent leur échantillon. Ah Donc les oui. patients veulent participer, sont intéressés, mais il faut un petit peu changer la donne et dire que le microbiome, c'est important. Ouais. Euh, ensuite, existe-t-il des preuves de l'impact de la santé intestinale sur la rémission ou encore la durée de la rémission? C'est-tu la même chose? Non, mais c'est notre nouvelle obsession, si on peut dire, c'est Oui. sur les suivis longitudinaux. Donc là, tout ce que je vous ai dit, c'est Oui. avant de débuter, mais qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est traité et surtout une fois qu'on est guéri? Et que Mhm. vous savez, des fois, donc, faites des scans, ou faites des biopsies de moelle, ou faites des formules sanguines, puis quand le cancer revient, ben, on vous dit malheureusement, le cancer est revenu. Et là, nous, notre objectif ultime, ce serait de dire, ben, une fois que le cancer est revenu, ben c'est malheureusement souvent trop tard. Est-ce qu'on pourrait prédire ou dire quand le cancer va revenir en suivant le microbiome et voir si, quand le cancer revient, ben le microbiome change d'une façon Oui. unique. Et là, ah ben, monsieur, madame, vous avez le microbiome qui est en train de changer de cette façon. Votre cancer va progresser dans 3 à 6 mois. On ne va pas attendre 3 à 6 mois, on va tout de suite faire un traitement bientôt. Donc ça, c'est l'avenir, c'est notre objectif, c'est le futur. Mais pour ça, il faut que les patients participent, donnent des échantillons, collectent des échantillons. Parfait. J'avais une autre question. Est-ce que l'inhibiteur thyroxine kinase affecte le microbiome, à votre connaissance? Euh, c'est très peu étudié dans la leucémie myéloïde chronique, là. C'est très, très peu étudié. Il y a peut-être OK. certains papiers, mais je ne saurais vous dire.
Je sais que pour les tyrosine kinases, la autre, pour les tumeurs, disons, du cancer du rein ou dans le cancer du poumon, les autres récepteurs là, qu'on est capable de bloquer, euh, il semblerait y avoir des liens, mais c'est moins étudié et ça reste encore mal connu. Parfait. Et une dernière, est-ce que les PTS reçoivent ATG qui ont plus de diarrhée et plus de RIS de GVH intestinal? Et là, là, il y a beaucoup de... Les Est-ce que les PTS, ça c'est patients reçoivent, je pense, ATG qui... l'ATG, donc ça c'est pour prévenir la GVH, oui. OK. Qui ont plus de diarrhée et plus de RIS de GVH intestinal. Encore une fois, C'est difficile à... non, je ne traite plus de leucémie et de lymphome, risques. donc OK. il faudrait demander aux experts. Euh, Des risques, en fait, c'est ça. Est-ce que et est-ce les que c'est des patients facteurs de reçoivent... risque? Ouais, Est-ce que l'ATG va changer? Je pense que c'est encore mal connu parce que ce qu'il faut, c'est inclure beaucoup de patients oui, je et, comprends. et il faut l'étudier, mais c'est des questions importantes et intéressantes. Mais en, en tous les cas, merci énormément. Moi, j'ai été un petit peu déconcentrée par votre chapeau à Emoji, lettres. Ah là. oui! Très, très d'à propos. Mais merci beaucoup pour votre temps, votre générosité dans les questions aussi. Ça a été vraiment apprécié. Les commentaires aussi fusent dans la boîte, comme quoi vous avez été très intéressant. La présentation était très riche. Oui, on comprend que ça débute, mais quand même. Ah, il y a encore un petit bout de présentation, si Ah, vous voulez pardon, pardon, revenir. pardon, pardon. Il n'y a pas de problème. Donc, peut-être juste aller, oui, exactement à cette diapo-là, exactement. Donc, avant de vous quitter, je veux juste vous rappeler que nous sommes là pour vous. Si vous êtes à la recherche de ressources, de soutien, n'hésitez pas à communiquer avec nous en composant le 1-833-222-4884. Veuillez noter qu'un court sondage vous sera envoyé après cette présentation. Merci de prendre un petit moment pour y répondre afin de nous aider à planifier les prochains événements. Donc, merci beaucoup encore, Docteur Routy. Merci à tous d'avoir été présents et à une prochaine. Bonne journée. C'est bien.